nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce journal. Dans l'actualité ce soir, sommet USA-Afrique, les dirigeants africains et américains ont abordé les questions liées notamment au terrorisme, au changement climatique, à la sécurité alimentaire et surtout à la bonne gouvernance. Patrice Talon y a pris part à suivre le récapitulatif de cette rencontre internationale. L'assurance pour le renforcement du capital humain est effective au Bénin. Les bénéficiaires saluent les efforts du gouvernement, mais ils souhaitent un élargissement du projet. Les législatives du 8 janvier au Bénin, c'est le compte à rebours au niveau des formations politiques, installation officielle de candidats, présentation au public et culte pour la paix. Les tractations sont perceptibles à suivre dans ce 20h. Voilà pour le sommet. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, partons directement pour Qatar. L'Argentine est championne du monde. Au thème d'une finale folle, l'arbitre céleste de Lionel Messi est arrivé à bout de la France pour s'adjuger la 3e étoile. Récit d'une finale exceptionnelle. Voilà la joie dans le rang des Argentins. La France qui n'a pas démérité. Vous aurez le résumé de tout ce qui s'est passé lors de cette finale dans nos prochains journaux. Du 13 au 16 décembre 2022 s'est tenu le 2e sommet US-Afrique. USA-Afrique, Patrice Talon y a pris part avec 4 membres de son gouvernement. Des accords ont été signés avec les institutions de Bretton Woods, avec en ligne de mire le compact régional entre le Bénin et le Niger et le gouvernement américain. Jérôme Ongbo et Mohamed Bior reviennent sur cette sortie du chef de l'État. Patrice Talon a répondu à l'invitation de Joe Biden dans le cadre du 2e sommet USA-Afrique. 4 membres du gouvernement l'ont accompagné à Washington. Abdoulaye Biotchane, ministre du Développement, chargé de la coordination de l'action gouvernementale, ministre d'État. Romuald Wadahi, ministre de l'économie et des finances, ministre d'État. Aurélien Agbenonsi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Alimatou Chadia Assouma, ministre de l'Industrie et du Commerce. Avec sur les lieux, Jean-Claude Dorego, ambassadeur du Bénin, près les USA. Patrice Talon et les membres de sa délégation ont effectué une première séance de travail au siège de la Banque mondiale. Il y a quelques années, le chef de l'État avait placé le Bénin sous observation à l'aune de la vision de développement imprimée au plus haut sommet de l'État. On s'est vu il y a quelques années, si vous vous rappelez très bien, et je vous avais dit que ma première demande était que vous observiez le Bénin. Aujourd'hui, les résultats sont palpables. Les indices macroéconomiques ne cessent de croître en performance. B+ avec perspective stable. C'est la notation de l'agence Standard & Poor's pour le Bénin, malgré le contexte économique mondial dégradé. Prochaine étape, le siège du Fonds monétaire international. Merci de m'accueillir. Les cadres de l'institution de Bretton Woods ont été séduits. La croissance économique du Bénin devrait se maintenir à un niveau élevé, en moyenne 6,3% dans la période 2023-2025, grâce à des réformes qui ont valu à Patrice Talon des félicitations de Kristalina Georgieva, directrice du FMI. Elle l'a exprimé à travers un tweet. Je l'ai félicité pour son ferme engagement en faveur des réformes. Fin de citation. L'acte majeur pour Patrice Talon lors de ce 2e sommet USA-Afrique est la signature d'un compact régional entre le Bénin, le Niger et le gouvernement américain. Une grande première, preuve de la conduite dans les règles de l'art par le Bénin du précédent compact du Millennium Challenge Corporation.
Ce pacte investira plus de 500 millions de dollars pour construire et entretenir les routes et mettre en place des politiques qui réduiront le coût du transport, faisant plus facilement et plus rapidement des transferts par bateau entre le port de Cotonou vers les pays enclavés. En améliorant la connectivité entre les pays d'Afrique, notamment ceux dont les marchés sont petits, c'est une belle façon d'augmenter donc l'attractivité de ces zones-là, et c'est en cela que le compact régional est une innovation majeure. Je voudrais inviter ou prier le MCC, notamment sa directrice générale, les autorités américaines, de persévérer dans cette voie-là et que bientôt nous puissions initier des compacts qui seront orientés vers la promotion d'investissements américains privés dans nos pays. Parce qu'on constate, malgré tous les efforts que les pays font pour améliorer le climat des affaires, que le nombre d'investisseurs américains privés est faible sur le continent. Le compact peut être un instrument, tel que nous venons de l'observer, pour améliorer l'attractivité. Le compact peut être un instrument pour promouvoir l'investissement privé dans nos pays. Parce que le développement ne peut pas venir durablement rien qu'avec les investissements dans les infrastructures, avec les investissements dans tout ce qui concerne les bases pour le développement. Mais pour qu'il soit réel, il faut effectivement que des investissements privés viennent sur ce continent. C'est le seul moyen de créer du développement réel, durable. L'attractivité de l'Afrique doit être un élément dans le rapport entre les États-Unis et chacun de nos pays pour que le privé prenne le relais des efforts que font les uns et les autres dans la promotion de l'économie africaine. À ce sommet USA-Afrique, Joe Biden s'engage à investir sur le continent 55 milliards de dollars dans un grand nombre de secteurs. Mais il faut, dira-t-il, une bonne dose de bonne gouvernance telle qu'elle se déroule actuellement au Bénin depuis 2016 et saluée par le président américain. Vous pourriez penser, ce forum se consacre à des liens d'affaires, à faire progresser l'investissement entre l'Afrique et les États-Unis. Pourquoi le président Biden parle-t-il de ces autres choses? Tout simplement parce que la transformation économique de l'Afrique dépend de la bonne gouvernance d'une population en bonne santé, d'énergie abordable et fiable. Au-delà des rencontres officielles prévues à son agenda, Patrice Talon a eu des tête-à-tête et des échanges, mais aussi des audiences pour resserrer des liens de coopération. Le sommet USA-Afrique aura permis au chef de l'État de révéler davantage la terre de Béhanzin, Biogera Kaba, dont les filles et fils sont capables et le prouvent à suffisance de changer les paradigmes, toiser les sommets et tourner définitivement dos à tous les travers qui dressent le lit à la pauvreté. Bon, après cette triste nouvelle dans ce journal, le général de division Ousmane Oké est mort, ancien chef d'état-major général des forces armées béninoises, ancien chef d'état-major général adjoint et ancien chef d'état-major de l'armée de terre. Cet ancien de l'académie militaire de Tripoli est natif de Bantais. Il a été incorporé le 1er juillet 1977. Ses frères d'armes pleurent, aujourd'hui un officier calme et efficace. On les suit. Voilà, nous aurons certainement les réactions dans nos prochains journaux. Autre actualité, dans ce 20h, les candidats de l'Union progressiste Le Renouveau aux élections législatives de la commune de Semerpodji sont officiellement investis. Hier, samedi 17 décembre 2022, sur le terrain de sport de Djefa, Joseph Fifame Djogwenou les a présentés au comité de campagne. Ils se sont engagés pour porter haut l'étendard du parti UP, Le Renouveau. On les suit. Ils sont au total 4 candidats de la commune de Semerpodji
à se présenter sur la liste du parti Union progressiste Le Renouveau de la 19e circonscription électorale aux prochaines législatives. Il s'agit de Charlemagne Honvo, Noël Akosoé, Guy Miguel et Solange Ojo. Nous ne pouvons pas rester ensemble et comme ça on va dire que nous n'avons pas raflé. C'est ici la 19e circonscription électorale. Et ici c'est Mekodi qui va donner tout pour le Bénin, pour l'UP Le Renouveau. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est à partir d'ici. En envoyant les différents comités de campagne à mission, Joseph Djogbenou, président de l'Union progressiste Le Renouveau, leur a demandé de s'engager avec espérance et dans la confiance en l'avenir. Ils ont raison de parler d'union, ils ont raison de parler de progrès, ils ont raison de parler de renouveau. Je vous prie d'avoir confiance en eux et je leur demande d'avoir confiance en vous. Je vous remets ces candidats, mais en même temps, je remets cette population entre les mains de ces candidats. Certains l'ont dit, il ne faut pas qu'après l'élection, on oublie la population. Et croyez bien que nous allons y veiller. Nous nous engageons pour 2023 dans un parcours, processus politique. Cela ne va pas s'arrêter. Nous serons toujours ensemble. Le militantisme des femmes de l'Union progressiste, Le Renouveau à l'heure de la réforme du système partisan, c'est la thématique sous laquelle la rencontre a été placée. Ils sont désormais mieux connus de leur coordination de campagne. Eux, ce sont les candidats du parti Union progressiste Le Renouveau des 5 arrondissements de la commune de Porto-Novo. Ce samedi, au siège national du parti à Porto-Novo, chaque candidat a eu droit à la parole pour s'adresser aux militants. Firmé Bassao pour Le Point. Militer dans un parti politique et vouloir accorder son suffrage à une liste est une bonne chose, mais connaître les candidats qui la constituent, c'est encore mieux. C'est ce qu'a compris la coordination communale de l'Union progressiste Le Renouveau en décidant de réunir dans cette salle du siège national du parti les cadres politiques des 5 arrondissements de la commune de Porto-Novo. C'est important que de pareilles activités se tiennent et si on a jugé bon de le faire, ce n'est pas seulement pour les beaux yeux des uns et des autres, mais c'est pour montrer combien la solidarité a commencé par marcher. Tous les militants à la base savent ce qu'il y a à faire. Il revient maintenant de mettre la stratégie que nous avons mis en place à l'heure et pour pouvoir les accompagner. Nous voulons les engager dans un débat électoral et donc il faut qu'on les présente à l'ensemble, n'est-ce pas, de la communauté de Porto-Novo. Il y a beaucoup de candidats que la population connaissait et ils sont ragaillardis de les voir aussi sur la liste de candidature des législatives prochaines. Nous les avons rencontrés bien sûr pour les mobiliser et nous nous sommes rendus compte qu'ils étaient déjà prêts, fin prêts pour la campagne. Ils étaient en joie, ils nous ont montré effectivement leur dévouement pour pouvoir nous ramener la victoire le 8 janvier prochain. La séance se veut également une rencontre de remobilisation et de galvanisation de la troupe en cette veille des élections législatives de janvier prochain. Le mouvement populaire de libération a investi ses candidats aux législatives prochaines. C'était samedi 17 décembre 2022. Le MPL part à l'assaut du suffrage des populations dans une posture de conquérant. Voici le reportage de Alain Sochomé et de Louis Kodobo. Ce samedi 17 décembre 2022, ils étaient plus de 200 candidats à être investis par leur parti politique, le Mouvement populaire de libération MPL. Ils ont désormais les coudées franches pour aller solliciter le suffrage des populations en vue d'obtenir leur confiance pour siéger à la 9e législature au thème des élections du 8 janvier 2023. Je voudrais d'abord, avant tout, vous faire remarquer que nous avions quitté l'incertitude et nous sommes dans la réalité électorale. C'est ensemble que nous avons prouvé notre détermination et notre volonté commune à candidater dans l'intention légitime de changer de cap. Ces candidats investis entendent rafler la majorité des sièges du Parlement au soir du 8 janvier 2023. Monsieur le Président,
vous avez devant vous des guerriers. Et il me charge de vous dire qu'au soir du 8, nous allons tous nous réunir pour rire et pour le travail de la paix. Selon le président du Mouvement populaire de libération, il faudra désormais composer avec son parti à toutes les joutes électorales au Bénin. Le tir sera vraiment corrigé parce que je m'en voudrais de ne pas vous notifier avant de mettre un terme à mes propos que nous serons désormais à toutes les élections à venir. Voyons à présent du côté du bloc républicain. Rachid Gbadamassi, membre du bloc républicain, a rencontré vendredi les cellules de base du parti à Tchaourou dans l'arrondissement de Goro. Les comportements de paix à promouvoir en République en période électorale, le bilan de la 8e législature et des clarifications sur la campagne commerciale du soja ont fait l'objet des entretiens. Le point avec Giscard Povy et Abdoulaye Mouni Yakoubou. Rachidi Gbadamassi en contact avec les cellules de base du bloc républicain dans l'arrondissement de Goro dans la commune de Tchaourou. À Ninsouabou comme à Goro Centre, l'élu du peuple fait des participants aux échanges, des ambassadeurs de la paix. Au Bénin, il n'y a pas de différence entre Peul, Yoruba, Bariba, Nago, Itamari. Non, nous sommes un et indivisibles. Pour le député Rachidi Gbadamassi, le report de la décision d'interdiction de l'exportation du soja découle de la volonté du chef de l'État de toujours tenir compte de l'intérêt général pour le bien-être des Béninois. Il rassure les membres des cellules de base du bloc républicain d'être un fidèle messager pour la prise en compte de leurs doléances dans le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. L'Église du christianisme céleste prie pour que le Bénin connaisse une période électorale pacifique en janvier prochain. Les fidèles de l'Église ont prié pour éloigner les démons de la division et de la discorde. C'était sur la paroisse de Kadjeron samedi dernier. Gislain Poguet et Odette Dosso nous en parlent. Yara Samata chante le chœur. Allumez les lampes du ciel, elles éclairent la terre et dissipent les pénombres de la discorde, de la violence et du conflit. Chansons à sa gloire pour monter à son autel, lui le Dieu de la paix. Portes, élevez vos linteaux, parole du psalmiste pour que entre le possesseur et dispensateur de la paix, dans toutes les maisons du Bénin, dans toutes les concessions, dans toutes les administrations, dans tous les cœurs, pour y instaurer la paix véritable. La paix qui dure. Combat pour nous les violences, combat pour nous la guerre civile, combat pour nous tous les soulèvements sataniques. Un culte demandé par la haute hiérarchie de l'Église du christianisme céleste en cette période où le Bénin organise une élection législative. L'Église du christianisme céleste tient à l'émergence, au développement et à la paix dans notre pays. Une église qui prie pour la paix et qui lance un message de tolérance. Il faudrait que chaque citoyen de ce pays, que nous prenions conscience que nous devons participer à travers donc notre esprit de tolérance, la fraternité, la convivialité, pour que les événements qui nous attendent, que ce soit des événements heureux. Notre appel au peuple béninois du haut de ce pupitre est que chaque acteur politique, avant, pendant et après la grande messe électorale du 8 janvier 2023, fasse l'économie des propos haineux, injurieux et régionalistes. A remarqué une forte présence de l'Union progressiste et le renouveau qui s'associe à cette initiative pour la paix. Nous sommes membres actifs et membres fondateurs du parti l'Union progressiste. Nous sommes des députés en exercice et nous sommes des Béninois qui prônent la paix. Heureux sont ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés enfants de Dieu. Parole tirée de l'évangile de Saint Matthieu, lu pour ce culte sur la paroisse de Kadjaon, de l'église du christianisme céleste.
Et puis à la veille du scrutin de janvier prochain, les ambassadeurs de la paix ne manquent pas d'adresser des messages pour une élection dans les règles de l'art, suivant les propos de la présidente d'une ONG pour la paix. Elle est au micro de Jérôme Mumbo. Il faut sensibiliser la communauté à sortir massivement pour voter. Il faut également sensibiliser la communauté à ce qu'elle se prenne elle-même en charge pour qu'on n'influence pas leur vote. C'est très important. Aujourd'hui, nous savons très bien que si les autorités à divers niveaux se mobilisent vers ces communautés, c'est une occasion pour elles de se dire non, j'ai le choix de voter telle personne. Alors nous exhortons tout le monde à sortir massivement pour voter, mais également à voter dans la paix. C'est très important. La paix est toujours la paix au Bénin. C'est ce qui fait de nous, c'est ce qui fait l'unicité du Béninois. C'est ce qui fait de nous les êtres humains. Nous devons voter pour celui que nous voulons. Nous devons voter pour nous-mêmes et nous devons voter pour la communauté béninoise. Autre actualité ce soir, depuis déjà 3 ans, le gouvernement du président Talon œuvre pour l'effectivité de la prise en charge gratuite des soins pour le bien des populations béninoises. C'est à travers l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche, une initiative applaudie par les bénéficiaires et les soignants qui souhaitent un élargissement du projet. Bernard Diogwe, Karamat Agbataou pour le point. Les populations vulnérables du Bénin peuvent aujourd'hui se faire soigner sans débourser un franc. Tout ceci est rendu possible grâce au projet Arche dans son volet assurance maladie. Le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain a démarré dans la zone sanitaire Abomey-Calavi-Soava qui a été la première zone sanitaire pilote depuis le 14 août 2019. Depuis ce jour, la zone sanitaire met en œuvre donc cette politique de santé pour assurer les soins gratuitement à une frange de la population que sont les pauvres extrêmes. Tout comme Emmanuel, nombreux sont les citoyens qui peuvent jouir de cette prise en charge dès lors qu'ils ont été identifiés pauvres extrêmes avec leur carte Ravip. Je faisais de la fièvre et j'avais des maux de tête à tel point que je perdais l'appétit. Je me suis rendu à l'hôpital et j'ai présenté cette carte au médecin. Je leur ai expliqué que je n'avais pas de sous sur moi et ils m'ont soigné gratuitement. Abomey-Calavi-Soava est la première zone sanitaire pilote du Bénin. Nous prenons l'accouchement qui est gratuit au CSA Omelopo et aussi l'hémorragie du postpartum. Dans l'autre panier, il y a le paludisme qui est gratuit au centre de santé à Omelopo. Environ 5030 PE qui sont déjà pris en charge dans le cadre donc, de l'assurance maladie H. Et au niveau de nos formations sanitaires, que ce soit les formations sanitaires périphériques, qui sont les centres de santé de premier contact pour les cas non graves, et l'hôpital de zone, le centre hospitalier universitaire de la zone sanitaire Abomey-Calavi-Soava, qui assure la prise en charge des cas simples comme des cas graves. Nous avons toutes les urgences de chirurgie digestive, à savoir les appendicites, les péritonites, les hernies étranglées. Et au niveau de l'appareil locomoteur, nous avons toutes les pathologies des membres thoraciques, c'est-à-dire des membres supérieurs, et les pathologies des membres pelviens. La plupart des malades que nous recevons, disons 3 sur 5, viennent souvent des régions lacustres. Nous avons la plupart des traumatismes du membre pelvien en bas et du membre thoracique. Le premier résultat, c'est que nous avons la chance de les retrouver plus tôt et donc d'éviter de les retrouver en situation de complications.
Au sein du corps médical, on appelle à la poursuite des efforts pour parvenir à une prise en charge générale de la population et à un panier de soins plus large. Si le projet peut être élargi dans la population, ça nous fera plaisir. Et ça va éviter des mésententes entre ceux qui n'en ont pas et ceux qui en ont. Je pense que cette initiative est à pérenniser et à encourager parce que au moins, ça permet une prise en charge. Bien que le panier de soins soit pour le moment un peu restreint, je pense quand même qu'au fur et à mesure, toutes les pathologies pourront être prises en charge pour permettre vraiment le bon effort des patients. L'État gagne des hommes en bonne santé et les autres en bonne santé, ce sont eux qui font le développement. Après les zones sanitaires à Boumekalavi-Soava, Dassazoume-Glazoué, Djougou-Kopargo, très bientôt, l'effectivité de la couverture intégrale du territoire de l'assurance maladie aux plus démunis. Passons à présent à cette vulgarisation de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. À Parakou, les communes des 4 départements du Nord, aux côtés des préfectures, participent à un atelier à propos, sous initiative de Pôle Sécurité Numérique de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Boniface Kolawali Biaou nous en parle dans ce sujet. Préfet, maire, secrétaire exécutif, responsable des systèmes d'information des communes du Septentrion se retrouvent à la salle de réunion de la mairie de Parakou pour la vulgarisation de la PSI, la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. La PSSIE, c'est un recueil alors de bonnes pratiques de sécurité, d'accord, des pratiques techniques, organisationnelles et autres dont la mise en œuvre va permettre à la fois aux administrations et aux prestataires aussi qui offrent des services à l'administration de garantir un niveau de sécurité acceptable à ces services qui sont offerts à l'administration. Outre le Nord, la présente activité s'étend aux autres départements du pays avec un objectif précis. Montrer l'importance de la PSSIE, que le personnel technique, c'est-à-dire les RSI des communes et les CSI des préfectures, comprennent réellement l'importance de ce document et prennent les dispositions techniques pour sa mise en œuvre. À l'endroit des participants, cette invite à une bonne appropriation de la PSI. Nous devons donc, chacun et tous, nous approprier ce document de la PSSIE et de prêter main forte à sa mise en œuvre dans nos structures respectives. Et déjà, des engagements pour faire de cette politique, entre autres, un socle du développement local. Et nous avons vu que c'est une séance très utile pour nous. Et après cette séance, nous aurons vraiment adopté les bonnes pratiques pour le développement du numérique au niveau des communes. Pour rappel, cette activité est organisée par le pôle sécurité numérique de l'ASIN, l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne semaine à tous et à tous. Vous retrouverez Rodrigue Babagbeton pour l'édition de 23h30. À très bientôt. Le paiement par carte bancaire. Désormais, ce choix peut vous faire gagner plein de lots. L'occasion est offerte par le Comité monétique national à travers une campagne de promotion de ce mode de règlement des achats. Nous avons initié cette campagne pour faire la promotion de l'interbancarité, mais beaucoup plus des paiements par carte dans les différents commerces. Alors, l'objectif est d'accroître les transactions, de promouvoir le paiement par carte auprès de la population, mais aussi d'encourager les marchands à accepter ce type de paiement. Vous pouvez donc vous réjouir d'être des témoins privilégiés
d'un événement inédit qui transformera de façon profonde les habitudes de paiement dans notre pays, le Bénin, pour le bonheur des différents acteurs, supermarchés, les restaurants, les pharmacies, le secteur du textile, des bâtiments et tous ceux qui acceptent nos terminaux de paiement électronique dans leur commerce. L'initiative a reçu l'aval de l'Association des professionnels des banques et établissements financiers du Bénin. Compte tenu de l'importance de cette campagne pour le développement donc, de notre cher pays et pour le développement de la monétique sur la place du Bénin, je voudrais compter sur votre implication constante, mais également sur la qualité des échanges et votre ouverture d'esprit afin d'aboutir à un résultat porteur d'impact positif pour notre cher pays. Mais à qui s'adresse cette campagne et comment y participer? Le client qui vient faire une opération à la banque, qui est muni d'une carte bancaire, peut se rapprocher des hôtesses et il lui est remis un ticket qui a 2 follets à remplir par lui. Il y a un qui porte la mention cabinet Maître Gounandon qu'il met dans une urne préparée à cet effet et garde le second jalousement. Et après dépouillement, si un client gagne, on lui fait appel pour bénéficier de son lot. Cette campagne de promotion du paiement par carte bancaire dure 30 jours, soit du 19 décembre 2022 au 18 janvier 2023. Soyons fiers. Le lycée technique de Boïcon a accueilli du 13 au 16 décembre 2022 la phase finale de 2 initiatives de promotion des talents dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Il s'agit de la 5e édition de l'Olympiade des métiers porteurs et de la 2e édition de la foire des micro-projets. C'est la matérialisation du changement de paradigme de formation prévu par la stratégie nationale dans ce sous-secteur de l'éducation. La stratégie stipule que nous ne devons plus former pour laisser à la porte du marché du travail, mais que nous devons former pour amener dans le marché du travail. En attendant d'accéder à ce marché du travail, les apprenants des lycées et collèges privés d'enseignement technique et professionnel ont planché en métier de la mode et vêtements. Ceux des centres de formation professionnelle et d'apprentissage ont exprimé leur potentiel en coupe-couture. Le choix porté cette année sur les métiers de la mode et des vêtements est dû aux nombreuses opportunités du secteur. Il est alors important pour nous, acteurs du domaine, de disposer d'un vivier de compétences face aux défis à relever. Des défis, les plus de 100 candidats de 14 établissements en ont relevé, donnant du fil à retordre aux différents jurys composés de professionnels de métier. Avec son projet d'exploitation d'un atelier de couture, c'est Waibati Dani et sa collègue qui arrivent en tête de la catégorie foire des micro-projets. Je suis très contente d'avoir gagné ce prix aujourd'hui. Et je le dois à mon coach qui m'a suivi tout au long de l'élaboration de mon projet. Je remercie le gouvernement. En coupe-couture, le centre de formation professionnelle et d'apprentissage d'Aguagon à Glazoué enlève les 2 premiers prix. Et cerise sur le gâteau, l'établissement remporte aussi le nouveau prix dédié au meilleur centre dans les 2 catégories. Je repars avec 3 prix. Donc plus heureux que moi aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va trouver. Tout d'abord, je remercie le gouvernement du président Talon qui a su organiser ce concours pour révéler le talent des couturiers dans le monde entier. Je remercie aussi mon directeur, M. Chikou Frédéric. En plus des matériels de travail, les lauréats décrochent également des bourses de formation offertes par des établissements partenaires. Et les regards sont déjà tournés vers l'édition 2023 de l'Olympiade des métiers porteurs et de la foire des micro-projets.